La découverte inattendue. La lumière tamisée du laboratoire de restauration du Louvre baignait la pièce d'une lueur mystérieuse en cette soirée d'automne. L'horloge murale indiquait 21h37, et Marc Lefebvre était le dernier restaurateur encore présent dans l'immense musée. Le silence qui régnait dans les couloirs ancestraux n'était troublé que par le léger bruissement de son pinceau sur la toile centenaire. Le tableau qui occupait son attention depuis plusieurs semaines était « La liberté guidant le peuple » de Delacroix, une œuvre magistrale qui nécessitait un travail de restauration minutieux. Marc aimait ces moments de solitude avec les chefs d'œuvre, où il pouvait prendre son temps pour explorer chaque centimètre carré de la toile avec une attention quasi religieuse. Ses doigts experts, protégés par des gants en latex, manipulaient délicatement les instruments de précision. À 45 ans, Marc avait consacré plus de 20 ans de sa vie à la restauration d'art, et pourtant, chaque nouveau tableau lui procurait toujours la même excitation qu'à ses débuts. « Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir », murmurait-il souvent à ses stagiaires. Ce soir-là, il ne croyait pas si bien dire. Alors qu'il terminait de nettoyer un coin particulièrement délicat de la toile, son regard fut attiré par une anomalie dans la texture de la peinture. À l'œil nu, ce n'était qu'une légère irrégularité, à peine perceptible dans les tons sombres du fond. Mais l'instinct de Marc, affiné par des années d'expérience, lui disait que quelque chose n'était pas ordinaire. Il ajusta la position de sa lampe de travail, faisant danser les ombres sur la surface du tableau. Puis, suivant une intuition, il éteignit la lumière principale et alluma la lampe UV qu'il utilisait habituellement pour détecter les restaurations précédentes. Ce qu'il vit alors lui coupa le souffle. Dans la lueur violacée, des symboles étranges apparaissaient distinctement, cachés dans les zones les plus sombres de la toile. Des formes géométriques complexes, des lignes entrecroisées, et ce qui ressemblait à des lettres d'un alphabet inconnu formaient un motif cohérent, invisible à la lumière normale. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il sortit son téléphone portable de sa poche. Il fit défiler ses contacts jusqu'au nom d'Élise Dubois. Il hésita un instant, il était tard, et la conservatrice en chef de la section peinture de la Sorbonne n'appréciait guère d'être dérangée en dehors des heures de travail. Mais cette découverte ne pouvait pas attendre. « Élise ? C'est Marc. Je sais qu'il est tard, mais il faut absolument que tu viennes voir quelque chose. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis un soupir. « Marc, il est presque 10 heures du soir. »« Je sais. Mais c'est extraordinaire. Tu te souviens des motifs étranges qu'on avait repérés sur le Vermeer la semaine dernière ? Je viens d'en trouver de similaires sur le Delacroix. » Un autre silence, plus long cette fois. Marc pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit analytique d'Élise. « J'arrive dans 1 heure, dit-elle finalement avant de raccrocher. En attendant son arrivée, Marc documenta méticuleusement sa découverte, prenant des photos sous différents angles et avec différents éclairages. Il esquissa également les symboles dans son carnet de notes, s'efforçant de reproduire chaque détail avec précision. Le bruit des talons d'Élise résonnant dans le couloir le tira de sa concentration. Elle apparut dans l'encadrement de la porte, ses cheveux gris coupés courts encadrant un visage où la fatigue le disputait à la curiosité. Malgré l'heure tardive, elle portait un tailleur impeccable, comme si elle sortait d'une réunion importante. « Alors, qu'est-ce qui ne pouvait pas attendre demain matin ?» demanda-t-elle en posant son sac sur une chaise. Sans un mot, Marc éteignit les lumières principales et ralluma la lampe UV. Les symboles réapparurent, mystérieux et fascinants. Élise s'approcha du tableau, ajustant ses lunettes pour mieux voir. Son expression passa du scepticisme à la stupéfaction. « C'est impossible, murmura-t-elle. Ces symboles, ils sont identiques à ceux du Vermeer. Comment est-ce possible ? Ces tableaux ont été peints à 2 siècles d'intervalle. » Marc sortit son carnet et le tendit à Élise. « J'ai fait quelques croquis. Regarde cette séquence ici, et compare-la avec les photos que nous avons prises la semaine dernière. » Élise examina les dessins, son front se plissant de concentration. « La similarité est troublante. Ce ne peut pas être une coïncidence. » « Ce n'est pas tout, continua Marc. J'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la composition chimique de la peinture à ces endroits précis. Elle est différente du reste du tableau, mais d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. » Il conduisit Élise vers son microscope électronique et lui montra les analyses qu'il avait effectuées. « Vois-tu ces particules métalliques ? Elles ne correspondent à aucun pigment connu de l'époque. » Élise resta silencieuse un long moment, absorbée par les images sur l'écran. Finalement, elle se redressa et commença à faire les 100 pas dans le laboratoire, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle réfléchissait intensément. « Il faut garder ça secret pour l'instant, dit-elle enfin.
Si ces symboles sont vraiment liés à ceux du Vermeer, nous pourrions être sur la piste de quelque chose d'important. Mais nous avons besoin d'aide pour les déchiffrer. Elle s'arrêta brusquement et se tourna vers Marc. Tu connais Sophie Mercier, la cryptologue de la BNF? Marc hocha la tête. Sophie était une figure bien connue dans le monde des archives parisiennes, réputée pour sa capacité à déchiffrer les textes les plus obscurs. Elle travaille souvent tard elle aussi, poursuivit Élise. Je vais l'appeler. Pendant qu'Élise passait son coup de téléphone, Marc retourna examiner les symboles. Sous la lumière ultraviolette, ils semblaient presque pulser d'une vie propre. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui dépassait leur compréhension actuelle de l'histoire de l'art. Sophie nous rejoint, annonça Élise en raccrochant. Elle dit qu'elle a peut-être déjà vu des symboles similaires dans certains manuscrits anciens. Les deux collègues passèrent l'heure suivante à documenter minutieusement leurs découvertes, prenant des mesures précises et notant leurs observations. Le silence du musée endormi semblait chargé de mystère, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle dans l'attente de révélations à venir. Lorsque Sophie arriva, ses bras chargés de dossiers jaunis par le temps, l'excitation était palpable dans le laboratoire. Elle déposa ses documents sur une table et s'approcha du tableau, ses yeux brillants d'intérêt derrière ses lunettes rondes. Fascinant, murmura-t-elle après avoir examiné les symboles. Absolument fascinant. Vous savez, ces motifs me rappellent certains documents que j'ai trouvés récemment dans les archives. Des textes qui parlent d'une confrérie secrète de peintres. Un bruit soudain dans le couloir les fit sursauter. Les trois universitaires se regardèrent, soudain conscients de leur tardive et du caractère clandestin de leur réunion. Probablement le gardien de nuit, dit Marc, mais sa voix trahissait une certaine nervosité. Élise consulta sa montre. Il est tard. Nous devrions continuer cette discussion demain, dans un cadre plus officiel. Sophie acquiesça, rassemblant ses documents. Je vais faire des recherches plus approfondies dans nos archives. Il y a quelque chose ici, quelque chose d'important. Je le sens. Alors qu'il se préparait à partir, Marc jeta un dernier regard au tableau. Sous la lumière normale qu'il avait rallumée, les symboles avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais il savait que leur découverte allait changer beaucoup de choses. Ce qu'ils avaient trouvé ce soir n'était que le début d'une aventure qui promettait de bouleverser leur compréhension de l'histoire de l'art. En fermant la porte du laboratoire, il ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres secrets dormaient encore dans les œuvres qu'il restaurait quotidiennement, attendant d'être découverts par des yeux attentifs. Et surtout, il se demandait ce que ces mystérieux symboles allaient leur révéler. Les premiers indices. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de la Bibliothèque nationale de France, projetant des rayons dorés sur les étagères chargées de livres anciens. Sophie Mercier était déjà à son bureau depuis l'aube, ses yeux fatigués scrutant les pages jaunies d'un manuscrit du XVIe siècle. La découverte de la veille l'avait empêchée de dormir, et elle avait passé une partie de la nuit à fouiller dans sa mémoire, cherchant où elle avait déjà vu des symboles similaires. Le bruit de la porte qui s'ouvrait la fit lever les yeux. Élise et Marc entrèrent dans son bureau, portant des gobelets de café et des viennoiseries encore chaudes. « Tu es là depuis longtemps ?» demanda Élise en posant un café sur le bureau encombré de Sophie. « Depuis 5 heures du matin » répondit Sophie, attrapant le gobelet avec reconnaissance. « Je savais que ces symboles me disaient quelque chose, et j'ai enfin trouvé pourquoi. » Elle se leva et se dirigea vers une armoire métallique dans le fond de son bureau. Après avoir composé le code du cadenas digital, elle en sortit un épais volume relié de cuir, ses pages protégées par des gants en coton. « Voici un traité alchimique datant de 1547, expliqua-t-elle en posant délicatement le livre sur son bureau. Il a été écrit par un certain Guillaume de Saint-Clair, un personnage assez mystérieux de la Renaissance française. » Marc et Élise s'approchèrent tandis que Sophie tournait précautionneusement les pages jusqu'à une illustration particulière. Là, au milieu d'un enchevêtrement de symboles alchimiques traditionnels, se trouvaient des motifs étrangement familiers. « Ce sont exactement les mêmes que ceux du Delacroix, » murmura Marc, stupéfait. Sophie hocha la tête. « Et ce n'est pas tout. Regardez ce passage. » Elle pointa du doigt un paragraphe écrit en latin médiéval. Il parle d'une confrérie appelée les Gardiens de la Lumière, un groupe secret de peintres et d'alchimistes qui se transmettaient des connaissances à travers les siècles. Élise ajusta ses lunettes, son scepticisme habituel clairement visible sur son visage. Une société secrète ? Ça semble un peu romanesque, non ? Je comprends ton scepticisme, répondit Sophie en sortant d'autres documents. Mais j'ai passé la matinée à croiser les références.
Ces symboles apparaissent dans plusieurs œuvres d'art majeures, toujours cachés, toujours invisibles à l'œil nu. Et à chaque fois, leur apparition correspond à des événements historiques importants. Elle déploya sur son bureau une série de photocopies et de notes. Regardez, 1547, la première mention des gardiens coïncide avec une avancée majeure dans la composition des pigments. 1665, l'année où Vermeer commence à utiliser sa fameuse technique de la camera obscura. 1830, Delacroix peint la liberté guidant le peuple avec des innovations techniques inexpliquées pour l'époque. Marc s'assit lourdement dans un fauteuil, assimilant ces informations. Tu suggères que ces peintres faisaient partie d'une sorte de réseau secret qui se transmettait des connaissances avancées. Exactement, confirma Sophie avec enthousiasme. Et ce n'était pas limité à la peinture. Le traité parle de connaissances diverses, optique, chimie, mathématiques. Des savoirs qui étaient bien en avance sur leur temps. Élise commença à faire les 100 pas dans le bureau, une habitude qui trahissait son agitation intellectuelle. Admettons que cette confrérie ait existé. Pourquoi cacher ces connaissances dans des tableaux? Pourquoi ne pas les transmettre directement? Sophie sortit un autre document, plus récent celui-là. J'ai trouvé une lettre datant du 19e siècle, écrite par un certain François Dubois, aucun lien de parenté avec toi, Élise, j'imagine. Il évoque une persécution, une menace constante qui pesait sur les gardiens. Apparemment, un autre groupe, qu'il appelle les obscurantistes, cherchait à empêcher la diffusion de ces connaissances. Un silence pensif s'installa dans le bureau. Le soleil avait grimpé plus haut dans le ciel, et les bruits familiers de la bibliothèque qui s'éveillaient leur parvenaient à travers la porte. Il y a autre chose, poursuivit Sophie en baissant la voix. J'ai fait quelques recherches sur les collectionneurs d'art actuels qui pourraient avoir un lien avec cette histoire. Un nom est revenu plusieurs fois, Gabriel Rousseau. Marc se redressa. Le collectionneur du Marais? Celui qui possède une des plus grandes collections privées de Paris? Lui-même, confirma Sophie. Plusieurs tableaux de sa collection portent apparemment les mêmes symboles. Et sa famille est mentionnée dans certains documents anciens en lien avec les gardiens. Élise s'arrêta de marcher. Il faut le rencontrer. S'il sait quelque chose sur ces symboles. J'ai déjà pris contact avec lui, l'interrompit Sophie. Il a accepté de nous recevoir ce soir. Soudain, un bruit de pas dans le couloir les fit tous se figer. Sophie se précipita pour ranger les documents les plus sensibles, tandis qu'Élise et Marc prenaient des pauses décontractées. La porte s'ouvrit sur une jeune stagiaire de la bibliothèque. Madame Mercier. Le directeur demande si vous avez terminé le rapport sur les manuscrits du XVIIIe siècle. Je le lui apporte dans une heure, répondit Sophie avec un sourire forcé. La stagiaire hocha la tête et repartit. Une fois la porte refermée, les trois amis échangèrent des regards entendus. Nous devons être prudents, murmura Sophie. Si cette histoire d'obscurantiste est vraie, qui c'est qui pourrait être impliqué? Donnez-moi l'adresse de Rousseau, dit Élise en sortant son téléphone. Je vais organiser notre rencontre de ce soir. En attendant, Marc, retourne au Louvre et continue ton travail normalement. Sophie, vois ce que tu peux encore trouver dans les archives. Je vais faire quelques recherches de mon côté à la Sorbonne. Alors qu'ils se préparaient à partir, Sophie les retint un instant. Une dernière chose. J'ai trouvé cette phrase dans le traité de Saint-Clair, la vérité se cache dans la lumière, mais seuls ceux qui savent voir l'invisible peuvent l'apercevoir. Je crois que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus profond. Marc regarda sa montre. Il est presque midi. Retrouvons-nous chez Rousseau à 20h. D'ici là, soyons discrets. Ils quittèrent le bureau de Sophie un par un, prenant soin de ne pas partir ensemble. Dans le grand hall de la bibliothèque, le va-et-vient habituel des chercheurs et des étudiants continuait, ignorant tout du mystère qui venait de se dévoiler dans un petit bureau du département des manuscrits anciens. Sophie, restée seule, contempla le traité alchimique toujours ouvert sur son bureau. Les symboles semblaient la narguer, comme s'il détenait encore d'innombrables secrets à révéler. Elle se demanda combien d'autres personnes, au fil des siècles, avaient scruté ces mêmes pages en quête de réponses. En rangeant soigneusement le précieux volume dans son armoire sécurisée, elle ne put s'empêcher de frissonner. L'histoire des gardiens de la lumière le fascinait, mais elle commençait à comprendre que cette découverte pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que ce qu'ils imaginaient. La journée s'annonçait longue jusqu'à leur rendez-vous du soir, et elle avait encore beaucoup de recherches à faire. Mais une chose était certaine, leur quête de vérité ne faisait que commencer,
et le monde de l'art tel qu'il le connaissait pourrait bien être sur le point de changer à jamais. Le collectionneur. La nuit était tombée sur Paris quand Élise, Marc et Sophie arrivèrent devant l'hôtel particulier de Gabriel Rousseau dans le Marais. Le bâtiment du XVIIe siècle, avec sa façade en pierre de taille et ses fenêtres hautes, imposait le respect. Une douce lumière filtrait à travers les rideaux de soie, donnant à l'ensemble une atmosphère à la fois accueillante et mystérieuse. Marc consulta sa montre, 19h55. « Nous sommes un peu en avance, murmura-t-il, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais d'automne. « Tant mieux, répondit Élise en réajustant son tailleur. « J'aime avoir quelques minutes pour observer les lieux. » Sophie, qui n'avait cessé de feuilleter nerveusement son carnet de notes depuis leur descente du taxi, leva enfin les yeux. « Vous avez remarqué les gargouilles sur le fronton ? Ce ne sont pas des motifs traditionnels du XVIIe siècle. » Élise et Marc levèrent le regard vers les sculptures qui surplombaient l'entrée. Effectivement, les figures de pierre semblaient porter des symboles étrangement familiers, gravés de manière presque imperceptible dans la roche. Les mêmes que sur les tableaux, chuchota Marc, un frisson parcourant son échine. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur observation, la lourde porte en chêne s'ouvrit silencieusement. Un majordome à l'allure impeccable apparut dans l'encadrement. « Monsieur Rousseau vous attend » annonça-t-il d'une voix feutrée. « Veuillez me suivre. » L'intérieur de l'hôtel particulier était encore plus impressionnant que sa façade. Des tableaux de maître couvraient chaque mur, certains immédiatement reconnaissables, d'autres plus mystérieux. Le parquet ancien craquait doucement sous leurs pas tandis qu'ils traversaient une série de salons, chacun plus somptueux que le précédent. Gabriel Rousseau les attendait dans une bibliothèque circulaire au dernier étage. C'était un homme d'une soixantaine d'années, grand et mince, avec des cheveux argentés et des yeux d'un bleu perçant. Il se tenait devant une cheminée où brûlait un feu réconfortant, un verre de cognac à la main. « Ah, mes chers amis, les accueillit-il avec un sourire chaleureux. Je vous attendais avec impatience. Antoine, servez donc un verre à nos invités. » Le majordome s'exécuta silencieusement, distribuant des verres de cognac pendant que Rousseau invitait ses visiteurs à s'asseoir dans de confortables fauteuils en cuir. « Je sais pourquoi vous êtes là, dit-il sans préambule, une fois qu'ils furent tous installés. Les symboles vous ont mené jusqu'à moi, n'est-ce pas ? Élise, qui s'apprêtait à exposer poliment l'objet de leur visite, resta bouche bée. Sophie serra son carnet contre elle, tandis que Marc se penchait légèrement en avant, intrigué. « Comment ? Comment ça, Élise ? Comment je sais ? » Rousseau sourit à nouveau, mais cette fois avec une pointe de mélancolie. « Ma famille protège ses secrets depuis des générations. Nous sommes les gardiens des gardiens, si vous voulez. » Il se leva et se dirigea vers une des bibliothèques qui tapissaient les murs. D'un geste précis, il activa un mécanisme caché, et une section entière de rayonnage pivota, révélant une pièce secrète. « Venez, dit-il en leur faisant signe de le suivre. Il y a quelque chose que vous devez voir. » La pièce cachée était plus petite que la bibliothèque, mais tout aussi impressionnante. Des vitrines en verre contenaient des documents anciens, des instruments scientifiques d'époques diverses, et surtout, des tableaux. Des tableaux qui, même à première vue, semblaient différents de tout ce qu'ils avaient pu voir auparavant. « Voici la véritable collection des gardiens de la lumière, annonça Rousseau avec une fierté évidente. Chaque œuvre ici présente cache un fragment du savoir qu'ils ont préservé à travers les siècles. » Sophie s'approcha d'une vitrine contenant un manuscrit enluminé. « C'est le traité original de Saint-Clair, s'exclama-t-elle, stupéfaite. « En effet, confirma Rousseau. Et il contient bien plus que ce que suggère la copie que vous avez trouvée à la BNF. » Il se dirigea vers un tableau particulier, une nature morte apparemment banale du XVIIIe siècle. « Observez attentivement, dit-il en sortant une petite lampe UV de sa poche. Sous la lumière violette, le tableau se transforma. Des équations complexes apparurent, entremêlées de symboles et de diagrammes qui semblaient décrire des principes scientifiques avancés. Les gardiens n'étaient pas simplement des artistes, expliqua Rousseau. Ils étaient des scientifiques, des philosophes, des visionnaires. Ils avaient découvert des vérités que le monde n'était pas prêt à accepter à leur époque. Élise, qui avait gardé son scepticisme jusqu'alors, ne put s'empêcher d'être impressionnée. Mais pourquoi cacher ces connaissances dans des œuvres d'art ? Parce que l'art survit, répondit Rousseau. Les livres peuvent être brûlés, les documents peuvent être détruits, mais les grandes œuvres d'art sont préservées, protégées, restaurées. C'était le moyen le plus sûr de transmettre leur savoir à travers les siècles. Marc hocha la tête, comprenant soudain la portée de sa découverte sur le Delacroix.
Et ces connaissances, elles concernent quoi exactement? Rousseau allait répondre quand un bruit sourd résonna depuis la bibliothèque principale. Son visage se figea. Ils nous ont trouvés, murmura-t-il. Qui ça, il, demanda Élise, mais Rousseau était déjà en action. Il se précipita vers un coffre-fort dissimulé derrière un tableau et en sortit rapidement une série de documents. Prenez ça, dit-il en les fourrant dans les mains de Marc. Ces papiers contiennent les clés pour comprendre les symboles. Vous devez les protéger à tout prix. Des bruits de pas et des voix se rapprochaient. Rousseau activa un autre mécanisme, ouvrant un passage étroit dans le mur. Vite, par ici. Ce passage vous mènera à la rue parallèle. Ne faites confiance à personne. Et surtout, un bruit de verre brisé l'interrompit. Des hommes en noir surgirent dans la bibliothèque principale. Rousseau poussa ses invités dans le passage. Partez. Je vais les retenir. Mais, protesta Sophie. Allez-y, insista Rousseau. Ils ne doivent pas mettre la main sur ces documents. L'avenir en dépend peut-être. Élise attrapa ses deux compagnons par le bras et les entraîna dans le passage secret. Derrière eux, ils entendirent Rousseau refermer le panneau, les plongeant dans l'obscurité. Le passage était étroit et poussiéreux, éclairé uniquement par la faible lueur de leur téléphone portable. Ils avançaient aussi vite que possible, leur cœur battant la chamade, les documents serrés contre eux. Qu'est-ce qui vient de se passer, halta Sophie alors qu'ils débouchaient dans une ruelle sombre. Je ne sais pas, répondit Élise, mais nous devons mettre ces documents en sécurité. Sophie, tu connais un endroit sûr? Sophie réfléchit un instant. La réserve des manuscrits à la BNF. J'ai les clés, et peu de gens y ont accès. Allons-y, décida Marc. Mais séparons-nous. Nous nous retrouverons là-bas. Alors qu'ils se séparaient dans la nuit parisienne, chacun prenant une direction différente, une certitude s'imposait à eux, leur découverte venait de prendre une tournure beaucoup plus dangereuse que ce qu'ils avaient imaginé. Dans sa fuite, Élise ne put s'empêcher de repenser aux derniers mots de Rousseau, l'avenir en dépend peut-être. Que avait-il découvert exactement? Et surtout, qui étaient ces hommes qui semblaient prêts à tout pour s'emparer de ses secrets? Les rues de Paris, d'ordinaire si familières, semblaient soudain hostiles et menaçantes. La nuit n'avait fait que commencer, et elle promettait d'être longue. La fuite. Les ruelles sombres du Marais n'avaient jamais paru aussi menaçantes qu'en cette nuit d'automne. Élise, Marc et Sophie couraient dans des directions différentes, leurs pas résonnant sur les pavés humides. Le dossier volé chez Rousseau pesait lourd dans la sacoche de Marc, tant par son poids physique que par l'importance de son contenu. Sophie, qui connaissait le quartier comme sa poche grâce à ses années passées à la BNF, guidait ses amis par messages cryptés sur leur téléphone. Éviter les grandes artères, avait-elle écrit. Rendez-vous au point B dans 30 minutes. Le point B était une entrée secondaire de la Bibliothèque nationale, connue uniquement du personnel. Dans l'obscurité grandissante, Élise longea les murs des vieux hôtels particuliers, son cœur battant la chamade. Les événements de la soirée se bousculaient dans son esprit, les révélations de Rousseau, la collection secrète, l'irruption violente des hommes en noir. Un bruit de pas derrière elle la fit sursauter. Elle se glissa rapidement dans l'embrasure d'une porte cochère, retenant son souffle. Deux hommes passèrent en courant, leurs silhouettes sombres se détachant à peine dans la pénombre. Ils ont dû prendre par là, dit l'un d'eux dans un talkie-walkie. Quadriller le secteur. Une fois les hommes disparus au coin de la rue, Élise sortit son téléphone et envoya un message rapide, surveillance active. Changement d'itinéraire nécessaire. De son côté, Marc progressait le long des quais de Seine, les documents précieusement serrés contre lui. Il avait choisi cet itinéraire plus long mais moins surveillé pour rejoindre la bibliothèque. Les lumières des bateaux-mouches se reflétaient sur l'eau noire, créant un jeu d'ombre mouvant qui l'aidait à se fondre dans la nuit. Sophie, elle, avait emprunté les passages les moins fréquentés qu'elle connaissait, slalomant entre les terrasses de cafés encore animées et les groupes de touristes attardés. Son esprit analytique tentait de mettre de l'ordre dans les révélations de la soirée. Les gardiens de la lumière, murmurait-elle pour elle-même tout en marchant. Des siècles de connaissances cachées dans l'art. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Un message d'Élise fit vibrer son téléphone, changement de plan. RDV alternatif. Sophie comprit immédiatement. Le RDV alternatif était un protocole qu'ils avaient établi plus tôt dans la journée, au cas où les choses tourneraient mal. Elle changea de direction, prenant le chemin des anciennes catacombes dont elle avait étudié les plans dans les archives.
20 minutes plus tard, les trois amis se retrouvèrent dans un passage souterrain peu connu, vestige des anciennes carrières de Paris. L'endroit était humide et froid, mais au moins ils étaient à l'abri des regards. Tout le monde va bien, chuchota Élise, éclairant faiblement les visages de ses compagnons avec la lampe de son téléphone. Marc hocha la tête, sortant les documents de sa sacoche. J'ai tout réussi à sauver. Mais qui étaient ces hommes? Comment savaient-ils que nous serions chez Rousseau? Les obscurantistes, répondit Sophie, son visage pâle dans la faible lumière. Ça ne peut être que. Rousseau en parlait dans ses archives, un groupe déterminé à garder certaines connaissances secrètes. Mais pourquoi, demanda Élise, son scepticisme habituel teinté d'inquiétude. Quelles connaissances peuvent être si dangereuses qu'elles justifient une telle violence? Marc déplia précautionneusement l'un des documents sur une vieille caisse abandonnée. Sous la lumière de leur téléphone, ils découvrirent des schémas complexes, des équations et des symboles entremêlés. C'est extraordinaire, murmura Sophie, ses doigts survolant délicatement les pages jaunies. Ces formules, elles semblent décrire des principes scientifiques bien en avance sur leur temps. Regardez la date, 1742. Un bruit sourd au-dessus d'eux les fit tressaillir. Des pas résonnaient sur les pavés de la rue. Il faut bouger, chuchota Élise. Sophie, tu es sûre que ton accès à la BNF est toujours sûr? Oui, mais il faut faire vite. Le garde de nuit change à minuit. Ils rassemblèrent rapidement les documents et reprirent leur progression dans le dédale souterrain. Sophie les guidait avec assurance, utilisant son téléphone comme boussole improvisée. J'ai travaillé sur une exposition sur les souterrains de Paris l'année dernière, expliqua-t-elle à voix basse. Ces passages ont été utilisés pendant des siècles par ceux qui voulaient échapper à la surveillance. Certains mènent directement au sous-sol de la bibliothèque. Après ce qui sembla une éternité de progression dans l'obscurité, ils atteignirent enfin une vieille porte métallique. Sophie sortit un trousseau de clés de sa poche. C'est ici, dit-elle en insérant une clé dans la serrure rouillée. Cette entrée date de la Seconde Guerre mondiale. Elle servait à évacuer les documents précieux en cas de bombardement. La porte s'ouvrit dans un grincement, révélant un escalier étroit qui montait vers les archives de la bibliothèque. Ils grimpèrent silencieusement, leurs pas résonnant faiblement sur les marches métalliques. Soudain, une voix retentit dans l'obscurité derrière eux. « Je les ai trouvés !» « Courez !» cria Élise, poussant ses compagnons devant elle. Ils gravirent les marches 4 à 4, le cœur battant, leur poursuivant à leur trousse. Sophie les conduisit à travers un dédale de couloirs de service, jusqu'à une porte massive donnant sur les archives. Vite! Elle composa le code d'accès avec des doigts tremblants. La porte s'ouvrit au moment où leurs poursuivants apparaissaient au bout du couloir. Ils se précipitèrent à l'intérieur et Sophie verrouilla la porte derrière eux. Ça ne les retiendra pas longtemps, halta Marc. Où peut-on aller? Par ici, répondit Sophie, les guidant vers une section particulière des archives. La réserve des manuscrits précieux. L'accès est ultra sécurisé. Ils atteignirent une nouvelle porte, encore plus imposante que la précédente. Sophie utilisa sa carte magnétique et composa un nouveau code. La porte s'ouvrit avec un chuintement pneumatique. À peine étaient-ils entrés qu'une voix familière les fit sursauter, « Je vous attendais ». Dans la pénombre de la réserve, une silhouette se détachait. Clara Valentin, la conservatrice du musée d'Orsay, les observait avec un mélange de gravité et de soulagement. « Clara » s'étonna Élise. « Comment ?»« Pas le temps pour les explications, » interrompit Clara. « Les obscurantistes nous ont retrouvés plus vite que prévu. »« Vous avez les documents ?» Marc hocha la tête, serrant sa sacoche contre lui. « Bien, » dit Clara. « Maintenant, écoutez-moi attentivement. Ce que vous avez découvert va bien au-delà de simples secrets artistiques. Les gardiens de la lumière protègent des connaissances qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire, et peut-être même notre futur. » Des coups violents résonnèrent contre la première porte qu'ils avaient verrouillée. « Nous n'avons plus beaucoup de temps, » poursuivit Clara. « Il y a une autre sortie, un passage que même les obscurantistes ne connaissent pas. Mais avant de partir, vous devez comprendre dans quoi vous vous êtes engagé. » Les coups se rapprochaient, résonnant maintenant contre la deuxième porte. Les gardiens, expliqua rapidement Clara, n'étaient pas simplement une société secrète. Ils étaient les gardiens d'une connaissance si avancée qu'elle aurait pu changer le cours de l'histoire. Et maintenant, c'est à nous de protéger cet héritage. Élise, Marc et Sophie échangèrent des regards. En l'espace d'une soirée, leur monde avait basculé.
Ce qui avait commencé comme une simple découverte académique s'était transformé en une quête dont il commençait à peine à mesurer l'importance. Je sais que c'est beaucoup à absorber, dit Clara alors que les coups se rapprochaient inexorablement. Mais nous n'avons plus le choix. Êtes-vous prêts à devenir les nouveaux gardiens? La réponse n'eut pas le temps de venir. La deuxième porte commença à céder sous les coups répétés de leurs poursuivants. L'heure des choix était venue, et le temps leur était compté. La révélation. Les secrets commencent à se dévoiler dans les sous-sols du musée d'Orsay. Le groupe suivit Clara Valentin à travers un dédale de couloirs faiblement éclairés sous le musée d'Orsay. L'air était chargé d'humidité et d'une odeur de pierre ancienne. Leurs pas résonnaient contre les murs séculaires, créant une atmosphère presque mystique dans ce lieu inconnu du public. « Comment est-ce possible ?» murmura Élise, touchant du bout des doigts les pierres humides. « Je connais ce musée comme ma poche, et je n'ai jamais entendu parler de ces passages. » Clara esquissa un sourire énigmatique. Le musée d'Orsay, comme beaucoup d'autres institutions parisiennes, cache bien des secrets. Ces tunnels datent de bien avant la transformation de la gare en musée. Ils ont servi pendant la Résistance, mais leur véritable origine est bien plus ancienne. Marc marchait juste derrière elle, son regard vigilant scrutant chaque recoin d'ombre. Sophie suivait, serrant contre elle les précieux documents récupérés chez Gabriel Rousseau. Le bruit de leurs pas créait une étrange mélodie dans ce labyrinthe souterrain. Après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent devant une porte massive en chêne, renforcée de ferrures anciennes. Clara sortit de sa poche une clé ouvragée, dont le design complexe rappelait étrangement les symboles découverts sur les tableaux. « Ce que vous allez voir, dit-elle en insérant la clé dans la serrure, n'a été vu que par une poignée de personnes au cours des siècles. Les gardiens de la lumière ont toujours su choisir leur sanctuaire avec soin. » La serrure émit un cliquetis sourd, et la porte s'ouvrit en grinçant sur ses gonds. Clara actionna un interrupteur, et une lumière douce se répandit progressivement dans la pièce, révélant un spectacle stupéfiant. La salle était immense, bien plus grande qu'il ne l'aurait imaginé. Les murs, du sol au plafond, étaient recouverts de tableaux de toutes les époques. Des œuvres de la Renaissance côtoyaient des toiles impressionnistes, des portraits médiévaux voisinaient avec des natures mortes du XVIIIe siècle. Mais ce qui frappa immédiatement Élise, c'était la présence subtile mais indéniable des symboles mystérieux sur chacune des œuvres. « Mon Dieu » souffla Sophie, « c'est une véritable bibliothèque picturale. » Clara s'avança au centre de la pièce. « C'est bien plus que cela. C'est l'un des derniers sanctuaires des gardiens de la lumière. Chaque tableau ici présent fait partie d'un immense puzzle, un message codé transmis à travers les siècles. » Marc s'approcha d'une nature morte hollandaise du XVIIe siècle. Les symboles, ils sont différents de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Bien observé, acquiesça Clara. Chaque époque, chaque école de peinture avait sa propre façon de dissimuler les messages. Les symboles évoluaient pour s'adapter aux styles artistiques, mais leur signification profonde restait la même. Élise, qui examinait minutieusement un portrait de la Renaissance, se tourna vers Clara. Mais quel est ce message? Que cherchait-il à transmettre avec tant de précaution? Clara fit signe au groupe de la suivre vers un bureau ancien situé dans un coin de la salle. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un épais manuscrit relié en cuir. Les gardiens de la lumière n'étaient pas simplement une société secrète d'artistes. Ils étaient les dépositaires d'une connaissance ancestrale, un savoir qui dépassait de loin la simple technique picturale. Elle ouvrit délicatement le manuscrit, révélant des pages couvertes de symboles et de diagrammes complexes. Au fil des siècles, ils ont découvert et préservé des connaissances dans des domaines aussi variés que l'astronomie, la médecine, la physique, et même certains aspects de ce que nous appellerions aujourd'hui la mécanique quantique. Sophie, qui s'était penchée sur le manuscrit, pointa du doigt un diagramme particulier. Ces équations, elles ressemblent étrangement à certaines théories modernes sur la nature de la lumière. Exactement, confirma Clara. Les gardiens avaient compris certains principes fondamentaux de la physique bien avant que la science moderne ne les découvre officiellement. Mais ils savaient aussi que ces connaissances pouvaient être dangereuses si elles tombaient entre de mauvaises mains. Marc, qui continuait d'examiner les tableaux, appela soudain le groupe. « Venez voir ça. » Il pointait du doigt un détail dans le coin d'une toile représentant un atelier d'artiste. Ces instruments, ce ne sont pas de simples outils de peintre. Élise s'approcha et plissa les yeux. Dans la pénombre de l'atelier peint, on distinguait effectivement des instruments qui ressemblaient davantage à du matériel scientifique qu'à des outils d'artiste. On dirait, des prismes. Et ces schémas sur le mur derrière. Les gardiens utilisaient l'art comme un moyen de documentation, expliqua Clara.
Chaque tableau était à la fois une œuvre d'art et une page de leur encyclopédie secrète. Les symboles servaient de système de référence, permettant de relier les informations entre différentes œuvres. Sophie, qui avait commencé à prendre des notes, leva la tête. Mais pourquoi tant de secrets? Pourquoi ne pas avoir partagé ses connaissances ouvertement? Clara soupira profondément. L'histoire nous a montré maintes fois comment le savoir pouvait être utilisé pour faire le mal autant que le bien. Les gardiens ont été témoins de périodes sombres où la connaissance était persécutée, où les découvertes scientifiques étaient considérées comme de l'hérésie. Ils ont choisi de préserver ces connaissances en les cachant à la vue de tous. Elle se dirigea vers un tableau particulier, un paysage apparemment anodin du XIXe siècle. Regardez attentivement les nuages dans ce tableau. Les formes ne sont pas aléatoires. Elles décrivent un phénomène atmosphérique que la météorologie moderne n'a compris que récemment. Élise s'approcha, fascinée. Plus elle regardait, plus elle voyait émerger des motifs, des structures qui dépassaient la simple représentation artistique. C'est incroyable. Mais comment ont-ils pu maintenir ce secret pendant si longtemps? La discrétion était leur plus grande force, répondit Clara. Les gardiens recrutaient avec une extrême prudence, choisissant des individus non seulement talentueux, mais aussi profondément dévoués à la préservation du savoir. Chaque membre était formé pendant des années avant d'être initié aux secrets les plus profonds. Marc, qui avait sorti son matériel d'analyse, examina plusieurs tableaux sous différentes lumières. Les techniques de dissimulation sont extraordinaires. Certains pigments semblent réagir différemment selon l'éclairage, révélant des détails invisibles à l'œil nu. Les gardiens étaient des maîtres dans l'art de la dissimulation, confirma Clara. Ils développaient leurs propres techniques de peinture, créaient leurs propres pigments. Chaque innovation artistique servait un double objectif, esthétique et scientifique. Sophie, qui continuait à étudier le manuscrit, releva soudain la tête. Ces passages, ils parlent d'une prophétie, d'un moment où toutes ces connaissances devraient être révélées. Clara hocha gravement la tête. C'est exactement pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Les signes indiquent que ce moment approche. Les obscurantistes le savent aussi, c'est pour cela qu'ils sont devenus si actifs récemment. Élise, qui avait écouté attentivement, croisa les bras. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Le monde change, répondit Clara. La science moderne commence à redécouvrir certaines des vérités que les gardiens protégeaient. Mais plus important encore, l'humanité fait face à des défis sans précédent. Ces connaissances pourraient nous aider à y faire face. Elle se dirigea vers une armoire métallique moderne, en contraste saisissant avec le décor ancien de la salle. En l'ouvrant, elle révéla des écrans d'ordinateur et du matériel d'analyse sophistiqué. Nous ne sommes pas restés figés dans le passé. Les gardiens d'aujourd'hui utilisent la technologie moderne pour décoder et comprendre l'héritage de nos prédécesseurs. Sur les écrans défilaient des analyses spectrales de pigments, des reconstructions 3D de tableaux, des décodages de symboles. Chaque jour, nous découvrons de nouveaux aspects de ce savoir ancien. Mais nous devons agir vite. Les obscurantistes ont déjà détruit plusieurs sanctuaires comme celui-ci à travers l'Europe. Un bruit sourd résonna soudain dans le couloir, faisant sursauter tout le groupe. Clara éteignit rapidement les écrans et fit signe aux autres de se taire. Des pas approchaient. Ils nous ont suivis, murmura-t-elle. Nous devons protéger les documents. Sophie, prenez le manuscrit. Marc, Élise, aidez-moi à activer le protocole de sécurité. Alors qu'il s'activait dans l'urgence, Élise ne put s'empêcher de jeter un dernier regard au tableau qui les entourait. Des siècles de connaissances secrètes, préservées avec tant de soin, maintenant menacées par ceux qui craignaient la vérité. Les pas se rapprochaient, et avec eux, la certitude que leur découverte des secrets des gardiens de la lumière n'était que le début d'une aventure bien plus grande et plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. La trahison. Une révélation bouleversante menace de tout faire basculer. Le silence qui régnait dans les sous-sols du musée d'Orsay fut brutalement rompu par le bruit de pas précipités dans le couloir. Le groupe se figea, les sens en alerte. Clara fut la première à réagir, pointant son arme vers la porte massive en chêne. Les secondes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Gabriel Rousseau apparut dans l'encadrement, mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient plusieurs hommes en noir, leurs visages impassibles masqués par des lunettes sombres malgré l'obscurité des lieux. L'un d'eux tenait fermement une jeune femme par le bras. « Émilie » murmura Gabriel, sa voix tremblante en regardant sa fille.
Je suis désolé, ajouta-t-il en se tournant vers Élise, la culpabilité gravée sur son visage. Ils la détiennent depuis des semaines. Je n'avais pas le choix. Clara maintint son arme pointée, ses yeux passant rapidement d'un adversaire à l'autre. On a toujours le choix, Gabriel. Vous auriez dû nous faire confiance. L'un des hommes en noir fit un pas en avant. Sa démarche trahissait une formation militaire. Mademoiselle Valentin, baissez votre arme. Nous ne souhaitons pas de violence inutile. Sophie serra le manuscrit ancien contre sa poitrine, reculant instinctivement vers les étagères remplies de documents précieux. Marc se plaça devant elle, tentant de faire rempart de son corps tout en cherchant une issue des yeux. « Qui êtes-vous réellement » demanda Élise, son regard fixé sur Gabriel. « Tout ce que vous nous avez dit, était-ce des mensonges » Gabriel secoua la tête, les traits tirés par l'épuisement et le remords. « Non, pas tout. Ma collection est authentique, mes recherches sont réelles. Mais il y a des forces en jeu que vous ne pouvez pas comprendre. » Les obscurantistes, cracha Clara avec mépris. Des fanatiques qui préfèrent détruire le savoir plutôt que de risquer qu'il tombe entre de mauvaises mains. L'homme qui semblait diriger le groupe esquissa un sourire sans joie. Nous sommes les gardiens de l'équilibre, mademoiselle Valentin. Certaines connaissances ne doivent pas être révélées. L'histoire nous a montré maintes fois les conséquences désastreuses de révélations prématurées. Pendant qu'il parlait, Élise remarqua que Marc se déplaçait subtilement vers la gauche, se rapprochant du bureau où étaient entreposés les documents les plus récents. Sophie, comprenant son intention, commença à faire de même dans la direction opposée, créant une diversion. Et kidnapper une innocente, c'est maintenir l'équilibre, lança Clara, maintenant son arme avec détermination. Vous n'êtes que des criminels qui se cachent derrière une idéologie. Gabriel fit un pas en avant, les mains levées en signe d'apaisement. Clara, s'il vous plaît. Ils promettent de libérer Émilie si nous coopérons. Personne n'a besoin d'être blessé. Les promesses des obscurantistes ne valent rien, répondit Clara. Demandez donc à la famille Martinez ce qu'il est advenu de leur garantie à Madrid. Cette remarque provoqua une réaction visible chez les hommes en noir. Leur chef se raidit, et sa main se rapprocha de son arme. Ce qui s'est passé à Madrid était regrettable mais nécessaire. Nous ne permettrons pas que cette situation se répète. Élise, qui observait attentivement la scène, commençait à comprendre le véritable enjeu de cette confrontation. Ce n'était pas simplement une question de documents anciens ou de sociétés secrètes. C'était un conflit entre deux visions du monde, deux approches radicalement différentes de la connaissance et de sa transmission. Soudain, Marc fit tomber une pile de documents, créant une diversion momentanée. Dans la confusion qui suivit, plusieurs événements se produisirent simultanément. Sophie se précipita vers une porte dérobée, serrant toujours le manuscrit contre elle. Clara tira un coup de semonce vers le plafond, forçant les obscurantistes à se mettre à couvert. Élise, cours, cria Marc en s'emparant d'une sacoche remplie de documents. Il renversa une étagère pour bloquer le passage, envoyant des dizaines de dossiers volés dans les airs. Les obscurantistes réagirent immédiatement, deux d'entre eux se lançant à la poursuite de Sophie tandis que les autres dégainaient leurs armes. Gabriel tenta d'intervenir, mais fut brutalement poussé sur le côté par l'un des hommes en noir. « Papa » cria Émilie, tentant de se dégager de l'emprise de son gardien. Dans la lutte qui s'ensuivit, elle parvint à lui donner un coup de coude dans les côtes et à se libérer. Clara profita de la confusion pour tirer à nouveau, cette fois vers les jambes de l'un des poursuivants. L'homme s'effondra avec un cri de douleur, permettant à Sophie de gagner quelques précieuses secondes d'avance. Élise se trouvait face à un dilemme. Elle pouvait suivre Marc et Sophie, emportant avec eux les précieux documents, ou rester pour aider Clara qui se retrouvait maintenant seule face à plusieurs adversaires. La décision lui fut arrachée par les événements lorsqu'une balle siffla près de son oreille. « Va-t'en » lui cria Clara tout en se mettant à couvert derrière une colonne. « Les documents sont plus importants que nous. » Gabriel, voyant sa fille libre mais terrorisée, la poussa vers Élise. « Emmène-la. Protège-la. » Son regard était suppliant, celui d'un père qui réalisait enfin l'ampleur de ses erreurs. Élise saisit la main d'Émilie et l'entraîna vers le passage secret que Sophie avait emprunté. Derrière elle, le bruit des coups de feu et des cris résonnait dans la salle souterraine. Le cœur battant, elles s'engagèrent dans un étroit corridor faiblement éclairé. « Par ici. » La voix de Marc leur parvint de quelque part devant. « Il y a un accès aux catacombes. » Elles coururent dans le dédale de couloirs, guidées par les bruits de pas de leurs compagnons.
L'air était de plus en plus humide, et l'odeur de moisissure devenait prégnante. Les bruits de la fusillade s'estompaient progressivement, remplacés par l'écho de leur propre respiration haletante. Après ce qui sembla une éternité, elles rejoignirent Marc et Sophie dans une petite chambre circulaire. Plusieurs tunnels partaient dans différentes directions, tous aussi sombres et peu engageants les uns que les autres. « Clara » demanda Sophie, essoufflée. Élise secoua la tête. Elle nous couvrait. Elle connaît ces souterrains mieux que nous, elle trouvera un moyen de s'en sortir. Marc sortit une lampe torche de sa sacoche. Nous devons continuer à bouger. Les obscurantistes connaissent probablement ces passages aussi bien que nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire à mon père ? Demanda Émilie, la voix tremblante. Ton père a fait son choix, répondit Marc durement, avant de s'adoucir en voyant l'expression blessée de la jeune femme. Mais il l'a fait pour te protéger. Et maintenant, c'est à nous de le faire. Sophie ouvrit le manuscrit qu'elle avait réussi à sauver. Ces pages contiennent des plans des catacombes, marqués avec les symboles des gardiens. Si nous pouvons les déchiffrer. Pas ici, l'interrompit Élise. Nous devons d'abord nous mettre en sécurité. Un bruit lointain de pas les fit tous sursauter. Marc consulta rapidement les différents tunnels qui s'offraient à eux. Par là, dit-il en pointant l'un d'eux. Ce passage semble descendre. Plus nous serons profonds, plus il leur sera difficile de nous suivre. Ils s'engagèrent dans le tunnel, Marc en tête avec la lampe, Sophie juste derrière lui protégeant le manuscrit, suivi d'Émilie et d'Élise qui fermaient la marche. L'air devenait plus froid à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles de Paris. Élise ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements qui venaient de se dérouler. La trahison de Gabriel, bien que motivée par l'amour paternel, avait mis en danger des siècles de connaissances préservées. Et pourtant, pouvait-elle le condamner ? N'aurait-elle pas fait la même chose pour protéger un être cher ? Ces réflexions furent interrompues par un bruit sourd qui résonna dans le tunnel, suivi d'une légère secousse. De la poussière tomba du plafond. « Qu'est-ce que c'était » murmura Émilie, agrippant le bras d'Élise. « Ils essaient peut-être de bloquer certains passages, suggéra Marc. Nous devons accélérer. » Ils pressèrent le pas, conscients que chaque seconde comptait. Le tunnel semblait interminable, se divisant parfois en plusieurs branches. Marc consultait régulièrement Sophie qui tentait de déchiffrer les indications du manuscrit à la lueur vacillante de la lampe. Soudain, ils débouchèrent dans une vaste salle souterraine. Des dizaines de tunnels partaient dans toutes les directions, certains à différents niveaux, créant un véritable labyrinthe tridimensionnel. C'est une ancienne carrière, expliqua Marc. Les Romains extrayaient le calcaire ici pour construire l'Utèce. Sophie étudia frénétiquement le manuscrit. Il doit y avoir un indice. Les gardiens n'auraient pas inclus ces plans sans raison. Pendant qu'elle cherchait, Élise examina les murs de la carrière. Des marques anciennes attirèrent son attention. Regardez. Ces symboles, ils ressemblent à ceux des tableaux. Marc approcha la lampe. En effet, gravés dans la pierre, on pouvait distinguer des motifs similaires à ceux qu'ils avaient observés dans les œuvres d'art du sanctuaire. Les gardiens utilisaient ces carrières, comprit Élise. Ils y cachaient peut-être plus que des documents. Un nouveau grondement, plus proche cette fois, les fit tous sursauter. Des bruits de pas et des voix étouffées leur parvenaient maintenant de plusieurs tunnels. Ils nous encerclent, murmura Marc. Nous devons choisir une direction, vite. Sophie pointa du doigt l'un des tunnels supérieurs. Là. Ce symbole sur le plan, il indique un lieu sûr. Ils se précipitèrent vers une échelle métallique rouillée qui montait vers le tunnel en question. Marc passa la lampe à Sophie et monta en premier pour aider les autres à le suivre. Les voix se rapprochaient dangereusement. Alors qu'Élise, dernière à monter, atteignait le tunnel supérieur, une lumière puissante illumina la carrière en contrebas. Les obscurantistes venaient d'arriver. Ne bougez plus, ordonna une voix autoritaire qui résonna dans l'espace souterrain. Marc éteignit rapidement leurs lampes, les plongeant dans l'obscurité totale. Ils retinrent leur respiration, collés contre la paroi du tunnel, espérant que l'obscurité et la hauteur les protégeraient des regards. Dans le silence tendu qui suivit, Élise sentit quelque chose sous ses doigts. Des gravures dans la pierre. Elle suivit leur tracé, comprenant soudain leur signification. C'est une porte, chuchota-t-elle si bas que seul Marc, à côté d'elle, put l'entendre. Pendant que les obscurantistes fouillaient méthodiquement la carrière en contrebas, Élise et Marc tâtonnèrent le long du mur, cherchant le mécanisme d'ouverture que les gravures semblaient indiquer. Leurs doigts trouvèrent enfin une pierre qui bougeait légèrement.
Avec un grincement à peine audible, une section du mur pivota, révélant un passage étroit. Sans hésiter, ils s'y engouffrèrent tous les quatre, refermant soigneusement la porte derrière eux. Ils se trouvaient maintenant dans un nouveau tunnel, différent des autres. L'air y était plus sec, et des marches taillées dans la pierre montaient en spirale. « Où mène cet escalier » demanda Émilie dans un murmure. « Vers la surface, j'espère, répondit Marc. Mais une chose est sûre, les gardiens l'ont construit. Nous sommes sur la bonne voie. » Ils commencèrent à monter, laissant derrière eux les voix frustrées des obscurantistes qui continuaient à fouiller la carrière. Chaque pas les éloignait du danger immédiat, mais les rapprochait aussi d'une nouvelle étape dans leur quête de vérité. Élise ne pouvait s'empêcher de penser à Clara, espérant qu'elle avait réussi à s'échapper, et à Gabriel, dont la trahison avait paradoxalement permis de sauver sa fille et peut-être aussi les secrets des gardiens. Dans ce monde souterrain de passages secrets et de vérités cachées, la ligne entre alliés et ennemis semblait plus floue que jamais. Le code final. La course contre la montre atteint son paroxysme dans la grande galerie du Louvre. L'aube commençait à peine à poindre sur Paris lorsqu'Élise et ses compagnons émergèrent des souterrains par une porte dérobée donnant sur les jardins des Tuileries. L'air frais du matin leur sembla délicieusement vivifiant après les heures passées dans l'atmosphère confinée des catacombes. Le Louvre ouvrira ses portes dans moins de 2 heures, murmura Marc en consultant sa montre. C'est notre seule chance. Sophie, toujours cramponnée au précieux manuscrit, acquiesça. Les symboles sont formels. Le tableau final, celui qui contient la clé de tout, se trouve dans la grande galerie. Mais les obscurantistes nous attendent sûrement là-bas, objecta Émilie, encore secouée par les événements de la nuit. Élise observa la façade majestueuse du musée qui se découpait dans la lumière naissante. C'est exactement pour ça qu'ils ne s'attendront pas à nous voir arriver maintenant. Ils pensent que nous sommes toujours dans les souterrains. Clara les avait rejoints 1 heure plus tôt, après avoir semé leurs poursuivants dans le dédale des catacombes. Son bras gauche portait un bandage de fortune, mais son regard restait déterminé. « J'ai encore mes accréditations. Je peux nous faire entrer par l'entrée du personnel. » Ils traversèrent rapidement les jardins, évitant les premiers joggeurs matinaux. Le soleil levant teintait les nuages de rose et d'or, donnant à la scène une beauté surréaliste qui contrastait avec l'urgence de leur situation. À l'entrée du personnel, Clara présenta son badge. Le garde, encore somnole, les laissa passer sans poser de questions, habitués à voir des restaurateurs et des chercheurs arriver tôt. Une fois à l'intérieur, ils se dirigèrent rapidement vers la grande galerie. Leurs pas résonnaient dans les corridors déserts, créant un écho inquiétant qui les faisait sursauter à chaque fois. Le tableau que nous cherchons, expliqua Sophie en consultant le manuscrit, doit comporter une combinaison spécifique de symboles. Selon ses notes, il s'agit d'une œuvre apparemment mineure, quelque chose que personne ne remarquerait. Marc s'arrêta brusquement. « Attendez. Les symboles, nous les avons toujours vus sous lumière ultraviolette. Comment allons-nous les repérer sans équipement ?» Un sourire apparut sur le visage d'Élise. « Le laboratoire de restauration. Il y a tout ce qu'il nous faut là-bas. » Ils firent un détour par le laboratoire, où Marc rassembla rapidement le matériel nécessaire. Pendant qu'il préparait la lampe UV portable, Sophie étudiait frénétiquement les pages du manuscrit. « C'est fascinant, murmura-t-elle. Ces équations, elles décrivent une sorte de séquence mathématique. Les symboles ne sont pas seulement des marqueurs, ils font partie d'un code plus large. » Clara, qui montait la garde à la porte, les pressa, « Il faut faire vite. Les premiers employés vont bientôt arriver. » Équipés de la lampe UV, ils reprirent leur progression vers la grande galerie. L'immense salle, normalement bondée de visiteurs, était maintenant plongée dans une semi-pénombre impressionnante. Les chefs d'œuvre qui ornaient les murs semblaient les observer en silence. « Par où commençons-nous » demanda Émilie, intimidée par l'ampleur de la tâche. Sophie déplia une page du manuscrit. Les indices suggèrent que le tableau se trouve dans la section des peintres français du XVIIe siècle. Ils avancèrent prudemment dans la galerie, Marc balayant méthodiquement les tableaux avec la lampe UV. Soudain, un bruit de pas les fit tous se figer. « Par ici » chuchota Clara, les guidant derrière une imposante colonne de marbre. Un agent de sécurité passa près d'eux, faisant sa ronde habituelle. Une fois le danger écarté, ils reprirent leurs recherches avec une urgence renouvelée. Là, s'exclama Marc en étouffant sa voix. La lumière ultraviolette révélait une série de symboles cachés dans les ombres d'une nature morte apparemment banale. Sophie se précipita pour examiner les symboles, comparant frénétiquement avec les notes du manuscrit. « C'est ça.
La séquence correspond parfaitement. Élise observa attentivement le tableau. À première vue, il s'agissait d'une composition classique, des fruits, une coupe de vin, quelques livres empilés. Mais sous la lumière UV, une géométrie complexe se révélait, les symboles formant un motif précis. Les livres, murmura-t-elle. Regardez comment ils sont disposés. Ce n'est pas aléatoire. Marc approcha la lampe plus près. Les titres sur les tranches, ce ne sont pas de vrais livres. Ce sont des codes. Sophie commença à déchiffrer frénétiquement les symboles, ses doigts suivant les lignes invisibles qui reliaient les différents éléments du tableau. C'est une sorte de formule, mais pas seulement mathématique. Il y a autre chose. Un bruit soudain les fit tous sursauter. Des voix approchaient, accompagnées de pas déterminés. Les obscurantistes, siffla Clara. Ils ont dû comprendre où nous allions. Continue, ordonna Élise à Sophie. Nous allons les retenir. Clara sortit son arme, tandis que Marc et Émilie se positionnaient pour bloquer les deux extrémités de la galerie. Élise resta près de Sophie, prête à protéger le manuscrit. Les voix se rapprochaient inexorablement. Parmi elles, Élise reconnut celle de Gabriel Rousseau. Sophie, pressa-t-elle, il nous faut ce code maintenant. Les doigts de la jeune femme volaient sur les pages du manuscrit, ses yeux passant rapidement du tableau aux notes anciennes. C'est plus qu'une simple séquence. Les gardiens ont caché ici quelque chose d'extraordinaire. Les premiers obscurantistes apparurent à l'entrée de la galerie. Gabriel était avec eux, mais son visage portait les marques d'une lutte intérieure évidente. « Arrêtez !» cria-t-il. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes sur le point de découvrir. » Sophie ne leva même pas les yeux de son travail. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme quand elle commença à réciter. La séquence révèle un principe fondamental, quelque chose que les gardiens ont découvert il y a des siècles. Les obscurantistes avançaient lentement, leurs armes pointées vers le groupe. Clara tenait fermement sa position, son propre pistolet prêt à faire feu. Les nombres, continua Sophie, sa voix prenant de l'assurance, ils décrivent un modèle de l'univers que la science moderne commence tout juste à effleurer. Une théorie de l'unification. Assez, tonna le chef des obscurantistes. Cette connaissance n'est pas destinée à être révélée maintenant. L'humanité n'est pas prête. L'humanité n'a jamais été plus prête, répliqua Élise. Regardez autour de vous. Nous sommes au bord de découvertes majeures dans tous les domaines. Ces connaissances pourraient nous aider à résoudre les crises que nous traversons. Sophie acheva soudain son déchiffrage, un sourire de triomphe illuminant son visage. C'est fait. J'ai le code complet. À cet instant, plusieurs événements se produisirent simultanément. Gabriel s'élança vers sa fille, les obscurantistes ouvrirent le feu, et Clara riposta. Marc plongea pour éteindre les lumières, plongeant la galerie dans l'obscurité. Dans la confusion qui suivit, Élise entendit Sophie réciter rapidement une série de chiffres et de mots, gravant le code dans sa mémoire. Le manuscrit changeait de main dans l'obscurité, passant de personne en personne pour éviter d'être capturé. Les tirs avaient cessé, remplacés par des bruits de lutte et des ordres criés dans le noir. Soudain, les lumières de secours s'allumèrent, baignant la scène dans une lueur rouge inquiétante. Les obscurantistes étaient dispersés, certains à terre, d'autres désarmés. Gabriel tenait Émilie dans ses bras, la protégeant de son corps. Clara avait réussi à maintenir sa position, son arme toujours pointée vers les assaillants restants. « C'est fini », déclara Élise d'une voix forte. « Le code est maintenant connu de nous tous. Même si vous nous capturez, vous ne pourrez pas empêcher sa diffusion. » Le chef des obscurantistes, son costume autrefois impeccable maintenant froissé et déchiré, la fixa avec intensité. « Vous ne réalisez pas ce que vous venez de faire. Ces connaissances ont été gardées secrètes pour une raison. Ces connaissances ont été préservées pour être révélées au bon moment, corrigea Sophie. Les gardiens de la lumière n'étaient pas que des gardiens de secret. Ils étaient les gardiens d'un espoir, d'une promesse pour l'avenir. Les sirènes de police commençaient à retentir au loin. Les premiers rayons du soleil traversaient maintenant les fenêtres de la galerie, illuminant les tableaux de maîtres qui avaient été témoins silencieux de cette confrontation. « Nous avons le choix maintenant, dit Élise, s'adressant à tous les présents. Nous pouvons continuer à nous battre, à essayer de contrôler cette connaissance, ou nous pouvons travailler ensemble pour comprendre comment l'utiliser au mieux. » Gabriel fut le premier à baisser son arme. « Elle a raison. J'ai passé ma vie à collectionner des secrets, pensant les protéger. Mais peut-être que la vraie protection réside dans le partage contrôlé de ces connaissances.
Un à un, les obscurantistes baissèrent leurs armes. Leur chef, après un long moment d'hésitation, fit de même. Vous prenez une responsabilité immense, dit-il gravement. Nous la prenons ensemble, répondit Clara, baissant également son arme. C'est ce que les gardiens ont toujours voulu, que nous dépassions nos peurs pour embrasser la connaissance avec sagesse. Les premières équipes de police entraient maintenant dans le musée. Bientôt, ils devraient tous faire face aux conséquences de cette nuit. Mais pour l'instant, dans la lumière croissante du jour nouveau, ils restaient là, unis dans la compréhension de ce qu'ils venaient d'accomplir. Sophie tenait toujours le manuscrit, ses doigts caressant doucement les pages anciennes. Le code final n'était pas qu'une série de formules ou de théories, dit-elle doucement. C'était un message d'espoir, une preuve que l'humanité peut transcender ses limites quand elle unit ses connaissances et ses efforts. Élise regarda autour d'elle, observant les visages fatigués mais déterminés de ses compagnons. La vérité qu'ils avaient découverte était maintenant leur responsabilité commune. Une nouvelle ère commençait, et avec elle, une nouvelle manière de préserver et de partager les secrets des siècles. L'héritage de lumière. L'aube d'une nouvelle ère s'annonce, porteuse de responsabilité et d'espoir. 6 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation dramatique dans la grande galerie du Louvre. Le printemps parisien battait son plein, et les jardins du Luxembourg resplendissaient sous un soleil radieux. Élise Dubois contemplait les promeneurs depuis la terrasse d'un café, une tasse de café noir fumant posée devant elle. Son téléphone vibra doucement. Un message de Sophie, tu as vu les dernières découvertes? Les équations des gardiens correspondent parfaitement aux nouvelles théories quantiques. Un sourire éclaira le visage d'Élise. Depuis la révélation du code final, le monde scientifique était en effervescence. Les connaissances préservées par les gardiens de la lumière s'avéraient plus précieuses encore qu'ils ne l'avaient imaginé. Docteur Dubois. Une voix la tira de ses pensées. Un jeune homme se tenait devant elle, tenant un dossier. Je suis Antoine Mercier, le nouveau conservateur adjoint du musée d'Orsay. Ah oui, Clara m'a parlé de vous, répondit Élise en lui faisant signe de s'asseoir. Comment se passe la réorganisation de la collection? Antoine sortit plusieurs photographies du dossier. C'est fascinant. Maintenant que nous savons quoi chercher, nous découvrons des symboles des gardiens dans des œuvres que nous n'aurions jamais soupçonnées. Élise examina les photos. Des détails qui semblaient auparavant anodins prenaient maintenant tout leur sens. Les gardiens avaient été encore plus méticuleux qu'elle ne l'imaginait dans leur mission de préservation du savoir. « Comment va Clara » demanda-t-elle en rendant les photos. Elle se remet bien. La blessure à son bras a presque entièrement guéri. Elle supervise maintenant le nouveau département de recherche interdisciplinaire. Ce nouveau département était l'une des nombreuses initiatives nées de la révélation des secrets des gardiens. Plutôt que de garder ces connaissances cachées, ils avaient choisi une approche progressive et contrôlée de leur diffusion. Le téléphone d'Élise vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Marc, réunion importante ce soir. Gabriel a fait une découverte majeure. Gabriel Rousseau. Sa rédemption avait été l'une des surprises les plus positives de ces derniers mois. Après la confrontation au Louvre, il avait mis sa collection et ses ressources au service de la préservation et de l'étude des connaissances des gardiens. Les obscurantistes nous surveillent toujours, nota Antoine en baissant la voix. J'en ai repéré 2 hier près des réserves du musée. Élise hocha la tête. Ils ont accepté notre compromis, mais ils restent méfiants. C'est compréhensible. Des siècles de tradition ne s'effacent pas en quelques mois. Le compromis en question avait été difficile à négocier. Les anciens obscurantistes participaient maintenant au processus de révélation, apportant leur expertise pour évaluer les implications potentielles de chaque découverte. Comment va Émilie ? Demanda Élise, pensant à la fille de Gabriel. Elle s'épanouit dans son nouveau rôle, répondit Antoine avec enthousiasme. Son expérience personnelle lui donne une perspective unique sur l'importance de l'équilibre entre secret et partage. Émilie avait rejoint l'équipe de recherche, travaillant aux côtés de son père pour décoder les messages cachés dans les œuvres d'art. Leur relation s'était reconstruite autour de cette mission commune. Un groupe de touristes passa près d'eux, appareil photo en main, inconscients des secrets qui les entouraient. Élise les observa un moment, réfléchissant à l'ironie de la situation. Les plus grandes vérités se cachaient souvent à la vue de tous. J'ai quelque chose à vous montrer, dit Antoine en sortant une tablette de sa sacoche. Nous avons numérisé tous les symboles trouvés jusqu'à présent et créé un algorithme de reconnaissance. Regardez ce qu'il a détecté dans les catacombes. Il fit défiler une série d'images montrant des gravures anciennes.
Les symboles formaient des motifs complexes qui s'étendaient sur plusieurs kilomètres. C'est une carte, murmura Élise, fascinée. Pas seulement des tunnels, mais des liens, compléta Antoine. Des connexions entre différents sites à travers Paris, et peut-être au-delà. Les gardiens avaient créé un véritable réseau souterrain de connaissances. Le téléphone d'Élise sonna une nouvelle fois. C'était Sophie, cette fois en appel vidéo. Élise. Tu ne devineras jamais ce que nous avons trouvé dans le manuscrit. Le visage de son ami rayonnait d'excitation. Les équations ne parlent pas seulement de physique. Il y a des références à la biologie, à la conscience humaine. C'est révolutionnaire. Envoie-moi les détails, répondit Élise. Je les apporterai à la réunion de ce soir. Après avoir raccroché, elle remarqua qu'Antoine la regardait avec curiosité. Comment gérez-vous tout ça, demanda-t-il. La responsabilité de ces découvertes, le poids de l'héritage des gardiens. Élise prit une gorgée de son café, maintenant tiède. Nous apprenons jour après jour. L'important n'est pas tant ce que nous découvrons, mais comment nous utilisons ces connaissances. Elle sortit de son sac un petit carnet relié en cuir. À l'intérieur, ses propres notes et observations s'entremêlaient avec des croquis de symboles et des équations. Les gardiens n'étaient pas parfaits, continua-t-elle. Leur système de préservation du savoir correspondait à leur époque. À nous d'adapter leur héritage au monde moderne. Antoine examina une page du carnet où Élise avait esquissé un nouveau système de classification des symboles. Vous créez quelque chose de nouveau, observa-t-il. Nous tous, corrigea Élise. Chaque personne impliquée dans ce projet apporte sa perspective unique. C'est ce qui rend tout cela si précieux. Un groupe d'étudiants passa près d'eux, leurs conversations animées portant sur les dernières théories scientifiques. Élise sourit en les écoutant. Sans le savoir, ils discutaient de concepts que les gardiens avaient compris des siècles auparavant. Le plus fascinant, dit-elle à Antoine, c'est de voir comment ces anciennes connaissances s'intègrent parfaitement aux découvertes modernes. Comme si les gardiens avaient semé des graines qui ne pouvaient germer qu'au bon moment. Elle sortit son téléphone pour montrer à Antoine les dernières analyses de Marc. Des graphiques complexes illustraient les corrélations entre les symboles des gardiens et les avancées scientifiques récentes. Chaque jour apporte de nouvelles confirmations, expliqua-t-elle. Les théories que nous déchiffrons dans les tableaux trouvent leur écho dans les laboratoires de recherche du monde entier. Un message de Clara s'afficha sur son écran, nouveau développement au laboratoire. Les pigments utilisés par les gardiens contiennent des propriétés uniques. Besoin de ton expertise. Le travail ne s'arrête jamais, sourit Élise en se levant. La réunion de ce soir promet d'être intéressante. Antoine rassembla ses documents. Je peux vous accompagner jusqu'au laboratoire? J'aimerais en apprendre davantage sur ces pigments. Ils quittèrent le café et s'engagèrent dans les rues animées de Paris. Le soleil de l'après-midi dorait les façades haussmanniennes, créant des jeux d'ombre et de lumière qui rappelaient à Élise les tableaux codés des gardiens. Vous savez, dit-elle alors qu'ils approchaient du laboratoire, parfois je me demande ce que penseraient les premiers gardiens de ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense qu'ils seraient fiers, répondit Antoine. Vous avez transformé leur système de protection en un modèle de partage responsable. Devant le laboratoire, ils croisèrent Marc qui sortait, les bras chargés de dossiers. Ah, Élise. J'allais justement t'appeler. Tu ne croiras jamais ce que nous avons trouvé dans les analyses spectrales. À l'intérieur, l'équipe de recherche s'activait autour d'équipements sophistiqués. Les technologies modernes servaient maintenant à décoder les secrets anciens, créant un pont entre les époques. Clara les accueillit, son bras encore légèrement raide mais son enthousiasme intact. Regardez ça, dit-elle en les guidant vers un microscope électronique. Les pigments contiennent des structures cristallines uniques. Elles pourraient avoir des applications en optique quantique. Élise observa les images sur l'écran, admirant la complexité des structures microscopiques. Les gardiens avaient caché leurs secrets jusque dans la composition même de leurs peintures. Chaque découverte nous rappelle combien nous avons encore à apprendre, murmura-t-elle. Le soir approchait, et bientôt ils se réuniraient tous pour partager leurs dernières découvertes. Gabriel présenterait sa nouvelle trouvaille, Sophie apporterait ses analyses du manuscrit, et ensemble, ils continueraient à démêler les fils de cet héritage complexe. Dans son bureau à la Sorbonne, plus tard ce soir-là, Élise contempla le petit tableau accroché au mur. Un nouveau symbole y était dissimulé, non pas par les gardiens d'autrefois, mais par elle-même. Un petit signe d'espoir et de continuité. Le plus grand art, avait-elle dit à Marc ce jour-là, c'est de savoir quand révéler ses secrets.
Mais elle comprenait maintenant que c'était plus que cela. Le plus grand art était de savoir comment transformer ses secrets en connaissances partagées, comment bâtir des ponts entre le passé et l'avenir. L'héritage des gardiens de la lumière vivait désormais à travers eux tous, non plus comme un fardeau à porter en secret, mais comme une flamme à nourrir et à partager avec sagesse. Dehors, les lumières de Paris s'allumaient une à une, comme autant de symboles brillants dans la nuit. Une nouvelle génération de gardiens veillait maintenant sur les secrets de l'humanité, non plus dans l'ombre, mais dans la lumière de la connaissance partagée. Fin.